Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas, c'est bien un des extraits les plus satiriques du conte philosophique Candide que nous allons aujourd'hui aborder. Un texte commenté à de très nombreuses reprises, un texte décapant et qui pourrait s'envisager comme un pamphlet hurlant avec une ironie féroce et mordante, tout l'idéal prôné par la philosophie des Lumières. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors ce truc justement, c'est ce qu'on appelle les Lumières. Et les Lumières, c'est quoi? À mort, lui croivait bâton. À mort, lui croivait bâton. C'est vouloir mettre à mal les inégalités, le fanatisme et la superstition que pouvait véhiculer, selon eux, l'Ancien Régime. Vous pouvez Jean-Pierre? répéter la question? Oui, non. Mais si, c'est tout simple. Le mouvement, tout à la fois philosophique et littéraire, c'est tout un groupe de gars qui avait par la suite créé ce qu'on nommera l'encyclopédie. Ces gens-là, ils voulaient quoi? Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? Eh bien, ils voulaient diffuser les Lumières, justement. Et les Lumières, c'est quoi? Non. Donc voilà. Les Lumières, c'est le savoir, la connaissance, les sciences, tout ce qui est clair et fait reculer, justement. Ce qu'on appelait l'obscurantisme. Un obscurantisme d'autant plus fort qu'il était, selon eux, maintenu, souhaité et voulu par les puissants. Les rois de l'Église, par exemple, trop heureux, à grands coups de dogmes et autres prêt-à-penser, de maintenir le peuple dans l'ignorance pour éviter qu'il se mette à penser par lui-même. C'est ok? C'est ok. Et c'est là, avec cette grille de lecture, que le texte aux voir prend tout son sens, car ce conte, à plusieurs égards, peut tout à fait se voir comme un véritable manifeste des Lumières, saupoudré par l'ironie de Voltaire et agrémenté par les plaisirs qu'offre le conte philosophique. C'est compris? Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Parfait! Vous devez donc maintenant très certainement vous dire, oui, bon d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Eh ben, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction dans une explication linéaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il appartenir, et un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est compris? Oui? Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux chapitre 6 du conte philosophique Candide de Voltaire, un chapitre expliquant de manière très ironique les préceptes des Lumières, tout en évoquant l'histoire d'un personnage pris pour cible par des fanatiques et autres superstitieux suite à un effroyable tremblement de terre. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va. 1, 2, 3, partez. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. C'est dans ces termes très ironiques que le narrateur évoque la seule et unique manière qu'utilisaient les plus hautes autorités de l'époque pour résoudre un problème de tremblement de terre supposément voulu par Dieu. Conte philosophique de Voltaire, paru en 1759, Candide, le nom du héros, est également l'histoire d'une pensée en formation, figée et dogmatique d'abord, puis devenue enfin libre et indépendante par la suite, grâce aux préceptes des Lumières. Ce mouvement, dès sa formation, s'est toujours donné comme volonté de combattre et mettre à mal les dogmes, le fanatisme et la superstition, trois défauts redoutables auxquels le héros Candide sera confronté dans le chapitre 6 de cette histoire, suite aux décisions despotiques voulues par les puissants de l'époque, pensant que l'exécution de quelques personnes mettrait fin à un tremblement de terre que Dieu, dans sa colère, aurait décidé de déclencher. Pour une meilleure fluidité dans mon explication, je découperai le texte en trois axes. Notre premier axe, qui inclut le titre du chapitre, pourrait se voir comme une réflexion de notre rapport à l'autorité. Notre deuxième axe, sur tout le deuxième paragraphe, se nommerait l'ironie de Voltaire au service de la dénonciation du fanatisme et de la superstition. Et dans notre troisième et dernier axe, enfin, il pourrait porter sur le rapport qu'a Candide vis-à-vis de son maître Pangloss et de sa liberté de penser. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Enfin, n'exagérons rien, hein. Maintenant qu'il vous reste l'explication hier à faire, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Bonne question, merci d'avoir posé. Eh bien, n'oublie pas d'appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et preuves d'analyse. C'est compris? Oui? Mais j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors, c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple, argumentation. Go! 1, 2, 3, partez.
Analysons simplement le titre. Dans cette phrase, l'émotion qui semble se dégager est l'humour. J'adore rire. Par humour, j'entends l'ironie de son auteur pour mieux nous amener à nous faire réfléchir sur les affres de la superstition. Sur quels critères objectifs puis-je affirmer ceci? Dans ce très long titre, je répare effectivement un oxymore d'autant plus fort qu'il fait suite à un complément circonstanciel qui, s'il est grammaticalement correct, semble complètement défier le sens commun. Impossible de ne pas voir dans l'expression belle autodafé un oxymore, puisque le fait de brûler des livres, surtout pour un philosophe, ne saurait être vu comme beau. Cette figure de style me semble particulièrement mise en lumière par le complément circonstanciel de but pour empêcher les tremblements de terre, un complément qui paraît n'avoir aucune réelle signification. Cette incompréhension du reste est triplée par la phrase qui suit, et comment Candide fut fessé. Comme si le narrateur, derrière ces phrases qui donnent le sentiment de n'avoir aucun sens, souhaitait perdre et brusquer son lecteur. Pourquoi de tels effets? Eh bien, ces procédés permettent selon moi de secouer la logique des lecteurs, bien obligés, devant les incohérences de la phrase, de réfléchir par eux-mêmes et de redéfinir ce qui est supposément beau et ce qui ne l'est pas. Le complément circonstanciel de but, avec les deux comment, montre l'incohérence des décisions voulues par les puissants, des décisions motivées par la superstition, brûler des livres n'apaise pas la colère divine, et la bêtise, fesser quelqu'un n'altère en rien les décisions du Dieu. Du moins, je ne crois pas. Est-ce que le principe de impression, procédé, exemple, argumentation a bien été clair? Oui, pour les prochains axes et pour la suite du premier, que nous n'avons pas terminé, je vous laisserai cette fois-ci voir par vous-même les différents axes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, ils vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences, alors on y retourne. Suite du premier axe, go! 1, 2, 3, partez. Dans la suite de ce premier axe, dans le premier paragraphe, il me semble voir une réflexion dans notre rapport à l'autorité. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Eh bien, les mentions des mots comme sage et université de Coimbra créent ici un argument d'autorité qui inviterait le lecteur à adhérer aux thèses moyenâgeuses cautionnées par les autorités de l'époque. Si de telles éminences grises pensent que brûler quelques hérétiques peut apaiser les dieux, pourquoi après tout ne pas se conformer à leur dire? Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Fort heureusement, l'ironie du narrateur invite aussitôt ces mêmes lecteurs à prendre de la distance avec ces théories. Cette ironie, je la vois par l'antiphrase plus efficace et secret infaillible, car à en voir les piètres résultats, ce n'est ni efficace ni infaillible. Mais cette distance que prend le narrateur sur ce qu'il dit est aussi visible dans l'euphémisme « quelques personnes brûlées à petit feu », comme si le déterminant « quelque » tendait à minimiser l'importance de la vie humaine, une vie humaine qui, de toute évidence, n'a aucune valeur pour l'Inquisition de l'époque, prête à toutes les superstitions pour justifier la supposée volonté divine. On le voit, ce conte n'appartiendrait donc pas uniquement au genre narratif, mais aussi au genre argumentatif, dénonçant les horreurs du despotisme. La visée de ce texte, par son ironie, serait donc largement satirique, en critiquant par l'humour les horreurs du despotisme, mais aussi polémique, en osant frontalement critiquer la religion et autres autorités morales, intellectuelles et religieuses du temps de Voltaire. Vraiment très très impressionnant. C'est un deuxième axe. Il me semble que l'ironie de Voltaire se fait de plus en plus au service de la dénonciation du fanatisme et de l'Inquisition. Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. Sur quels critères puis-je affirmer cela? Eh bien, les différentes énumérations, déjà, tendent à nous montrer le flou quant à l'origine des dénonciateurs. Le pronom impersonnel « on » répété à 2 reprises induit effectivement l'idée sur laquelle les personnes qui ont décidé de tels actes ne sont pas véritablement établies, alors qu'il s'agit tout de même de supprimer des vies humaines. Seigneur Dieu, si vous m'entendez, soyez témoin du fait que j'aurais tout tenté pour éviter les extrémités, tout. Quant à l'énumération des victimes elles-mêmes, le lecteur se rend vite compte par l'accumulation de périphrases que l'une est condamnée pour s'être mariée qu'un membre de la famille de son parrain ou de sa marraine de baptême, pratique défendue par l'Église, les 2 autres sont condamnées pour avoir osé être de confession juive, en avaient arraché le lard, nourriture interdite par les gens de cette confession. Les 2 dernières victimes, enfin, Candide et Pangloss, ont des motifs d'exécution encore plus ridicules. C'est simplement donner le droit de parler et d'écouter. Il est écrit, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Qu'est-ce qu'il y a? Ce despotisme est, me semble-t-il, moqué par les différents éléments ironiques montrant la distance que prend le narrateur dans les propos qu'il rapporte. Cette distance, je peux la voir dans les euphémismes avec ces appartements d'une extrême fraîcheur dans lesquels on n'était jamais accoudé du soleil pour évoquer la prison. Je peux la voir aussi dans la polysémie du terme pathétique à propos du sermon, signifiant dans une première lecture sensible et émouvante pour mieux comprendre dans une deuxième lecture certainement le sens de pitoyable et ridicule. Comment effectivement s'émouvoir d'un spectacle où les gens sont brûlés vifs
Surtout si ce spectacle prend les allures d'une parodie de messe. Une messe qui, à plus d'un égard, ressemblerait beaucoup plus à un spectacle de foire qu'à une cérémonie solennelle supposée raviver la foi et la charité des fidèles. Cette impression de parodie de messe, je peux la deviner par le champ lexical de la religion. San Benito, mitre de papier, mitre San Benito, flamme, diable, queue, griffe, queue, procession. Et celui de la musique, je peux le voir dans des termes comme justement procession, belle musique, faux bourdon, cadence, chantet. Par la présence très marquée de ces champs lexicaux, tout se passerait donc comme si le lecteur assistait à une cérémonie. Une cérémonie qui n'aurait de religieux que le nom, la foi ayant été remplacée par la superstition et la bêtise. En s'attaquant ainsi si frontalement au rite de son temps, impossible de ne pas voir là encore la visée satirique et violemment polémique de ce texte. Voltaire abordant ici de manière assez osée la façon dont les fanatiques se servent de la religion pour mieux asservir le peuple et parvenir à ses fins. Dans un troisième et dernier axe, nous verrons le rapport qu'a Candide vis-à-vis de son maître Pangloss et de sa liberté de penser. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. La première impression que j'ai, c'est que Candide semble totalement emprisonné par ses émotions, incapable de prendre du recul et dans l'incapacité de penser par lui-même. Plutôt que de raisonner et prendre un peu de hauteur, il se laisse complètement vampiriser par ses ressentis, comme l'atteste l'énumération. Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant. La ponctuation, truffée de points d'exclamation et d'interrogation, montrant des sentiments vifs et forts, sans oublier les hauts, propres au registre élégiaque, explicite clairement ce que nous pressentions. Candide, littéralement possédé par ce qui l'anime, est tellement incapable de penser qu'il ne peut que se référer à son maître de philosophie, Pangloss, pour lui dire quoi faire, et surtout quoi penser. C'est de ce constat, peut-être que nous pouvons toujours voir dans ce personnage une allégorie. L'allégorie d'une pensée en formation et en construction, totalement dépendante de ses maîtres à penser, puis enfin affranchie et libre à la fin du livre. Voilà. À partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Alors, une bonne conclusion, dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la dénonciation tout en ironie des dérives du fanatisme et de la superstition, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulèvent ces extraits, ou bien encore les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? M'attendez pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Allez, alors comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et liens avec une autre œuvre, en l'occurrence ici, un tableau de Picasso, nommé Guernica. Si c'est bon pour vous, alors c'est bon pour moi. C'est parti pour une conclusion type, telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. C'est parti. 1, 2, 3, partez. Pour conclure, nous avons donc vu que ce texte, sous couvert de contes philosophiques, prenait également, sur le plan argumentatif, les allures d'un apologue, un texte court et allégorique pour mieux mettre en évidence un enseignement, ici les préceptes des Lumières. Dans cet extrait, le chapitre 6, le narrateur fait réagir son lecteur par les différents procédés ironiques employés pour mieux mettre en évidence les dérives du fanatisme et de la superstition. Nous pouvons dès lors mettre en lien ce texte avec une autre peinture très célèbre, le fameux tableau Guernica de Picasso, un tableau qui, comme Voltaire, montre toute l'horreur de la guerre, une guerre dont les victimes sont tellement distordues qu'on pourrait se demander si l'artiste ne joue pas lui aussi ce registre pathétique et comique, comme pour mieux faire réagir et provoquer des réactions. On peut d'ailleurs se demander si cette manière de dénoncer les désastres de la guerre doit nécessairement passer par l'humour et l'ironie, car si ces derniers peuvent être des leviers efficaces pour susciter quelques sourires, peuvent-ils être suffisants pour les émouvoir, surtout si ces procédés jouent constamment la carte du second degré? That's really impressive. Whoa. Whoa, just... Whoa. Bravo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux, et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.